commence à parler pour activer le micro, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ah oui, 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 parce que quelquefois, mes débuts de phrase, quand je commence un enregistrement, mes débuts de phrase sont coupés. Bon, donc, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors, Bonjour à tous. nous sommes fidèles au rendez-vous donné hier, puisque nous avons dû décaler d'une journée. Et je dois dire que Sylvain va peut-être vous apparaître un peu fatigué. Il l'est, hein, il est malade, mais il a considéré qu'il devait être fidèle au poste. Ah bah Voilà. oui. Hein, oui, oui, il faut, hein, c'est indispensable. Bon, je ne vais pas revenir au début sur les questions de la cagnotte, hein, même si c'est important, mais j'en ai parlé hier dans la petite vidéo que j'ai publiée, dans laquelle j'indiquais que nous aurions un peu de retard. Et voilà, donc on va aborder la question militaire. On regardera un petit peu l'état du monde, hein, parce que je crois que les choses continuent à aller très vite. Hein. C'est une phrase de Lénine qui dit il peut se passer des années sans qu'il se passe rien et des semaines ou plusieurs années se passent pendant ces semaines. Je crois que c'est à peu près ça la citation du camarade Lénine. Bon, je la donne pour faire plaisir naturellement à Sylvain. Et donc, Sylvain, tu voulais nous parler de deux bouquins. Vas-y. Oui, alors je voulais revenir, on avait évoqué le bouquin de Thierry Marignac là, il y a 15 jours, et puis vu qu'on a fait l'émission spéciale la semaine dernière, on n'en avait pas reparlé. Donc depuis 15 jours, j'ai bien eu le temps de le lire, donc je le recommande vraiment, hein. Je me doutais que ça allait être intéressant, mais donc j'ai fini de le lire. Donc je vous recommande vivement de l'acheter. Ça donne un tableau presque, je ne vais pas dire vu de l'intérieur, mais c'est quelqu'un qui a opéré en Ukraine dans le cadre d'associations qui gèrent les problèmes de drogue ou ce genre de choses. Et en plus, au nom, entre guillemets, de la mouvance Soros, hein, c'est assez intéressant. Donc, il a une vision de ce qui s'est passé en Ukraine, mais sur un temps un peu plus long que ce qu'on a pu voir ces dernières années. Hein. Déjà que pour parler de 2014, pour certains, ça paraît très long. Ce qui est très bien dans ce livre, c'est qu'on parle encore d'avant. Hein. Il nous fait un peu revenir sur les années qui ont précédé le Maïdan, les querelles politiques à l'intérieur de l'appareil ukrainien et bien évidemment, le niveau de corruption, mais qui atteint des sommets qu'on ne peut pas imaginer. Hein. Je vous laisse découvrir l'anecdote sur le parrain de M. Zelensky, sur ce qu'il a fait avec son, entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier d'armée privée vis-à-vis d'une raffinerie de gaz. Enfin, franchement, vous pouvez le lire, c'est vraiment une très très bonne lecture pour bien comprendre le contexte dans lequel on est. Il revient aussi sur le fait que, on ne l'a pas souvent évoqué, hein, mais je sais que d'autres l'ont fait récemment, Maïdan est bien une révolution au départ populaire. C'est bien des gens qui, face à la corruption du président de l'époque qui était pro-russe, ont dit basta. Le problème, c'est que pour ces pauvres gens, c'est le département d'État, c'est Madame Nuland, c'est la CIA qui ont débarqué dans la suite de leur colère légitime pour prendre le pouvoir à leur place, hein, parce que c'est pas à la place des Russes, hein, c'est à la place des Ukrainiens, faut pas l'oublier. Voilà, donc une lecture vraiment intéressante qu'on vous recommande. J'ajoute une Voilà. chose concernant le Maïdan sur la colère populaire initiale, c'est que les néo-nazis, qui sont déjà très organisés, très structurés, Oui. profitent de l'occasion. Ah bien Ils sûr, oui. sont soutenus et financés par les États-Unis d'ailleurs, hein, Ah, c'est ça. qui n'ont aucun scrupule à le faire. Et le coup d'État lui-même, c'est-à-dire les affrontements avec 30 ou 40 morts, je crois, qui aboutissent au départ de Yanukovych, à sa fuite d'ailleurs, hein, Oui. et au changement de gouvernement, il est dû à l'intervention d'une équipe de mercenaires qui va tirer sur les manifestants et sur les forces de l'ordre. C'est Hein. ça. Et ça, il y a une émission remarquable de la chaîne allemande ZDF, je crois, ZDF plutôt, qui le démontre, mais vraiment sans aucune espèce de discussion. Oui. Voilà. Alors, le deuxième ouvrage, c'est celui-là, donc j'espère qu'on le voit bien, là, voilà. Donc celui-là, on vous en parle, c'est mon ami Michel Cèze qui fait ça, bon, que je connais parce que c'est un illustrateur hors pair pour l'histoire militaire. Hein. Il fait pas mal de dessins pour les éditions Caractères pour illustrer nos magazines ou nos livres.
Et donc Michel nous propose ici quelque chose. Alors vous allez me dire, mais c'est de l'histoire ancienne, etc. Vous savez quel est l'attachement qu'on a pour vous montrer comment des événements aujourd'hui s'inscrivent dans des passés parfois très lointains. Et alors là, il nous parle, et c'est rare parce qu'en français, c'est un sujet qui n'a pas été traité jusqu'alors, des problèmes entre le Mexique et les États-Unis pendant la Grande Guerre, hein, pendant que l'Europe était à feu et à sang en 1914-1917. Il y a eu des incidents frontaliers très, très importants autour notamment de la personnalité de Pancho Villa. On connaît un petit peu à travers les western spaghetti, nous, ici en Europe. Mais surtout, l'autre acteur en face du côté américain, c'est un certain John Pershing qui prendra le commandement du corps expéditionnaire américain en Europe à partir de la fin 1917. Voilà, donc vu les problèmes dont on a parlé il y a 15 jours entre le Mexique et les États-Unis et cette idée que, tiens, pourquoi pas, on pourrait autoriser l'armée américaine à rentrer à nouveau sur le territoire mexicain pour les problèmes de cartel, je pense que cette lecture est intéressante pour avoir encore une fois une profondeur historique. Voilà. Alors, ben, j'en profite puisque tu viens de parler des États-Unis pour faire quelques précisions. Nous avons constaté dans les commentaires sous les vidéos qu'il y avait pas mal de gens qui, après les prises de position du général Pinatel, qui sont américanophiles, hein, nous avions exprimé notre propre attachement vis-à-vis des États-Unis. Et ça a été, semble-t-il, mal compris et en tout cas très critiqué. Alors je voudrais dire, moi, et repréciser un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas du soutien que nous aurions ou que nous exprimions vis-à-vis des gens qui dirigent les États-Unis. Pas du tout. Moi, mes États-Unis à moi, c'est ceux de Howard Zinn, hein, qui a fait une histoire populaire des États-Unis formidable. C'est Pete Seeger, le magnifique chanteur qui fut membre du Parti communiste américain. C'est Jack London. C'est Jack London qui est un des plus grands écrivains, pour moi d'ailleurs. Hein, c'est un de ceux dont j'ai lu les œuvres complètes. J'ai tout lu. Hein, et il était graphomane. Hein. Donc, voilà, c'est Eugène Debs qui fut un des fondateurs du mouvement ouvrier américain, lequel le mouvement ouvrier a été brisé par les capitalistes américains grâce à la pègre, grâce à la mafia. Hein, ça a été une guerre de classe, Oui, ce qui oui. s'est produit aux États-Unis. Or, c'est bien de ce pays qu'il s'agit, hein, et moi, j'ai de l'affection pour les États-Unis, pour le peuple américain. Alors, j'ajoute que probablement notre ami Sylvain Ferreira, il a des rapports particuliers, on en a déjà parlé, hein, et là, il est en train de fêter tout content sur les réseaux parce que c'est le début de la saison de baseball. Je pense qu'il est le seul Français à comprendre les règles du baseball, hein, et donc c'est pour ça que c'est quelqu'un de particulier. Non, non, mais enfin, voilà, il y a la différence que tout le monde doit faire et que c'est bizarre parce que les gens d'habitude font la différence quand il s'agit du peuple ukrainien et de son gouvernement. Ils veulent faire la différence encore de temps en temps entre le gouvernement russe et le peuple russe, etc. Mais avec les États-Unis, ça marcherait pas. Alors voilà, moi j'appartiens à une tradition politique gaulliste, hein, donc je suis pas du tout naïf à l'égard du pouvoir américain, hein, je ne l'ai jamais été. Je ne le serai jamais, hein, parce que le chat est chaud des crins, l'eau froide. Maintenant, j'ai des rapports, voilà, très particuliers parce que j'ai passé 14 ans de ma vie à jouer au football américain ou à être entraîneur de football américain. Je suis allé là-bas, je m'intéresse à l'histoire de ce pays. J'ai publié quand même sur l'ensemble de mes livres un livre très important sur la guerre de sécession. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai des rapports très particuliers parce que ça aussi, ça fait partie de mon travail avec des vétérans américains avec lesquels j'ai des rapports vraiment très forts parce que c'est des gens qui vous laissent quand même quelque chose. Hein, quand vous rencontrez des types comme j'ai pu le faire dans les Ardennes qui ont vécu le siège de Bastogne de l'intérieur, bon, bah, ça vous marque. Hein, vous n'allez pas rester là à prendre ça à la légère. Donc voilà, je fais la distinction. Et puis en plus, en tant qu'historien, comme tu l'as rappelé, quiconque a lu Howard Zinn ne peut avoir que de la compassion à l'égard de la classe ouvrière américaine qui, comme je m'évertue à le dire, a été la première à morfler à un niveau. Les Européens ne savent pas
Les Européens ne savent pas. Il faut comprendre que les problèmes de grève, nous, on a eu quelquefois l'armée qui est intervenue, qui a tiré dans la foule. C'est vrai, c'est très rare. Et ça, je crois, ça a été 2 fois dans l'histoire du syndicalisme français. Aux États-Unis, c'était monnaie courante et c'était à la mitrailleuse qu'on tirait sur les ouvriers en grève. Il faut bien comprendre la différence, hein. Donc, avec des conditions de travail délirantes, il n'y a jamais eu toutes les avancées sociales qu'a connu l'Allemagne des années 1880 à 1900, etc. Aux États-Unis, hein. Il y avait des accidents de travail monumentaux qui tuaient plus de 1000 ouvriers, ne serait-ce que dans les chemins de fer au début du XXe siècle, par an, hein. Donc c'est colossal, colossal. Donc voilà, l'Amérique et son peuple méritent notre amitié, et Dieu sait que le peuple américain a su manifester son amitié en d'autres circonstances pour nous, mais après, ses dirigeants, là, c'est tout autre chose. Et on va rappeler quelque chose qui est peu connu, c'est le 1er mai. Le 1er mai qui est la fête Ah, des travailleurs. Et pourquoi ah oui. cette date a été choisie? Parce que c'est l'anniversaire, c'est la commémoration d'une tragédie, hein, d'une provocation à l'encontre de dirigeants du mouvement ouvrier américain qui ont été poursuivis et condamnés à mort sur la base de procès truqués. Et j'ajoute que c'était à Chicago, et j'ajoute que lorsqu'ils sont montés au supplice et qu'ils sont montés au gibet, ils l'ont fait en chantant la Marseillaise, hein. C'est ça, Donc ça, je peux vous dire que ça s'oublie pas. Voilà. c'est Bon, ça. on va revenir à l'actualité maintenant qu'on a parlé de nos États-Unis à nous qu'on a, hein, et donc je vais passer bien sûr la parole à Sylvain qui va nous faire un point de la situation militaire. Alors, la situation militaire. Donc, voilà notre petite carte. Alors, je vais essayer. Bon, voilà, elle s'affiche. Alors, je vais essayer d'aller doucement puisqu'on nous a dit que des fois l'affichage était un peu Rapide. difficile, un peu rapide. Alors, on commence par les fronts calmes, hein. Donc, celui-ci, c'est donc la région de Kherson. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'activité particulière, hein. Alors, je vais jongler, je ne sais pas si ça passe. Est-ce que là, on voit l'autre carte qui s'affiche ou pas? Oui. Oui, alors, je vais faire un passage de l'une à l'autre à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, je reviens ici. Parce qu'en fait, ce qui est important par rapport à tout ce qu'on entend, et parce que je veux faire un peu un travail en amont par rapport aux questions qu'on pourrait nous poser, la carte que vous voyez là, c'est la carte dite du déploiement des unités qui est proposée par militaryland.net. Donc, vous vous rendez bien compte quand on voit cette carte, bon, la précédente nous montre qu'il n'y a pas d'activité particulière, mais celle-ci nous montre quelque chose qui est très important, c'est que sur le front du Dniepr, le long du secteur qui est ici, hein, à la fin ici c'est le barrage, hein, dont on attend parler, et jusqu'à son embouchure, eh bien, les Ukrainiens disposent, d'après les informations ouvertes, et le site Militariland est un site pro-ukrainien, eh bien, il y a une brigade de forces de sécurité. Il y aurait donc une brigade de forces spéciales de la marine ukrainienne, une brigade d'artillerie, et c'est tout, hein. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut aller un petit peu plus loin derrière pour trouver des brigades d'infanterie légère, et puis rien d'autre. Alors, quand vous entendez des gens vous dire oui, pourrait y avoir une contre-attaque dans le secteur de Kherson, ou un débarquement de vive force des Ukrainiens de l'autre côté du Dniepr, non, ils sont là, hein, vous voyez, quand on remonte ensuite le cours du fleuve, hein, vous avez absolument rien jusqu'à ce qu'on arrive ici à Zaporizhzhia, hein. Donc là, ici, bon, ils vous ont mis la centrale nucléaire d'Ernogadar en avant parce qu'il y a encore eu une visite de l'AIEA. Mais voilà, tout le front depuis Zaporizhzhia jusqu'à l'embouchure du Dniepr, eh bien, pour les Ukrainiens, il y a 3 brigades d'infanterie légère, une brigade de forces de sécurité, une brigade de marine, et c'est tout. Voilà, il y a personne. Donc, c'est pas. Alors, ça peut changer, mais si ça change, vous vous doutez bien que on va avoir des déplacements au minimum ferroviaires pour amener des réserves, pour amener des bateaux, bien évidemment, pour tenter une telle opération. Un franchissement de fleuve, c'est déjà pas facile, mais alors le Dniepr, je pense que c'est un des exercices les plus difficiles qu'on puisse envisager en Europe dans sa configuration en plus actuelle. Déjà en 1943-44, c'était pas facile. Aujourd'hui, avec les réservoirs, c'est encore plus compliqué.
Donc, ne vous laissez pas berner par ces histoires de rumeurs qui courent parce que, bah, vous voyez, c'est pour l'heure absolument pas fondé. Alors, je vais faire la même démonstration avant de revenir à l'autre carte sur le secteur de Zaporijjia, hein. Donc, vous avez Zaporijjia qui est ici. On a eu pas mal de combats de reconnaissance de vive force depuis Orikiv ici vers le sud. On n'arrête pas de vous bassiner à longueur de journée sur BFM, enfin non pas BFM, sur LCI, en vous disant va y avoir la grande contre-attaque ukrainienne qui va attaquer sur Melitopol, Berdiansk, etc. Et ben pour mener cette contre-attaque qui devrait. Alors là, vous avez deux ceintures de fortification de campagne qui ont été installées par les Russes. Et on vous dit qu'ils vont faire ça peut-être dans peu de temps, que ça va être là la grande contre-attaque de printemps. Tout ça avec une, deux, trois brigades d'infanterie, dont une de montagne, une brigade blindée, deux brigades de forces de sécurité et une brigade d'artillerie. Autant vous dire que quand on vous raconte ça, on vous raconte n'importe quoi, hein. Si les Ukrainiens, parce que cette idée d'offensive dans ce secteur, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent qu'elle était sur la table, évoquée depuis le mois de septembre comme étant la troisième phase de la grande contre-attaque Kherson, Kharkov, et on devait tomber sur Zaporijjia. Il ne s'est rien passé parce que vraisemblablement l'armée ukrainienne n'en avait pas les moyens. Et donc, aujourd'hui, on vous ressort cette affaire en vous disant oui, les Ukrainiens vont couper le corridor terrestre, etc., etc. Pas du tout, parce que s'ils voulaient le faire, ce ne serait pas avec deux brigades d'infanterie légère, une brigade de montagne et une brigade blindée soutenues par une simple brigade d'artillerie qu'ils y parviendraient, hein. Ils auraient au minimum le double d'effectifs pour tenter quelque chose. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce sont des coups de sonde pour tester le dispositif défensif adverse. Alors peut-être est-ce pour que plus tard, on lance une contre-attaque après avoir fait des relevés, des fortifications, etc. Tester la façon dont les batteries d'artillerie russes se dévoilent pour soutenir les défenseurs, etc. Mais là, aujourd'hui, en l'état, les forces disponibles dans ce secteur ne sont pas du tout à la hauteur d'une ambition de cette nature. Et surtout, vous voyez bien, hein, je voulais vous montrer donc la dernière partie de la carte. Hein, vous voyez bien ici, par contre, que la majorité des unités ukrainiennes, elles, sont stationnées sur ce qu'il est convenu d'appeler le front du Donbass, hein. Alors ici, en bas au sud, vous avez le fameux secteur, là, vous avez plusieurs brigades, hein, on peut agrandir un petit peu, on va y aller doucement, voilà. Hein. Vous vous rendez bien compte, ici, sur le secteur d'Ougledar, vous avez déjà deux brigades d'artillerie, une brigade blindée mécanisée, une brigade d'infanterie légère, et ici, j'arrive pas à voir quel petit logo, une brigade d'infanterie légère également, de chasseurs, hein. Donc, c'est-à-dire que pour un front beaucoup plus réduit et beaucoup plus réduit en longueur, hein, mais beaucoup plus important stratégiquement, les Ukrainiens, là, ont investi déjà 3 brigades, c'est-à-dire comme de l'autre côté du Dniepr à Kherson, et 2 brigades d'artillerie pour soutenir les attaques qui sont menées depuis maintenant janvier par les fusiliers marins russes dans le secteur d'Ougledar. Donc, vous voyez un peu le rapport de force pour vous donner une idée de qui peut faire quoi, hein. Les Ukrainiens savent que ce secteur est visé par les Russes, que les Russes y ont déployé des moyens, hein, vraisemblablement d'après les renseignements dont on dispose en source ouverte. On a au moins 3 brigades russes en face, donc on comprend pourquoi les Ukrainiens mettent le paquet pour défendre ce secteur. Voilà. Alors ensuite, si on remonte, hein, vous avez tout le reste du front. Je reviendrai, je voulais vraiment faire un point de déploiement, mais vous voyez, c'est pareil, quand on arrive sur le secteur de Marinka, ici, vous avez 3 nouvelles brigades. Quand vous êtes dans le secteur d'Avdivka, hein, on va revenir tout à l'heure dessus, c'est pareil, vous comptez rien que pour ce seul secteur-là, à nouveau 3 brigades, plus une brigade blindée mécanisée qui est ici pour éventuellement affaiblir l'encerclement russe. Et puis, bien sûr, regardez, voilà, le niveau de Bakhmout, hein. Si l'armée ukrainienne est concentrée quelque part, vous voyez, dans le secteur de Bakhmout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin, il y a presque 15 brigades qui sont là et qui sont soutenues par 1, 2, 3 brigades d'artillerie.
hein. Donc, le gros de l'armée ukrainienne est là. Voilà. Alors, on va revenir tout de suite sur la façon dont se déroulent les opérations. Parce que c'est pas parce que les Ukrainiens ont autant de brigades que ça veut dire qu'ils ont 80 000 hommes, parce que là, ça a encore été aussi un autre problème auquel on a été confronté, c'est quelle est la taille de ces fameuses brigades ukrainiennes. Alors, on va revenir à nos moutons à travers la carte, on va dire, des opérations. Alors, je passe assez vite, hein, ne vous inquiétez pas, puisqu'il n'y a pas de combat jusqu'à ce secteur donc d'Ougledar, hein. Il y a encore des attaques qui sont menées côté russe et puis des contre-attaques locales qui sont menées côté ukrainien. Donc la seule chose qui a changé, hein, donc Ougledar c'est ici, c'est que la poche de contrôle russe sur la partie nord de la rivière s'est étendue. La zone dite des Datchas est toujours en zone grise et semble-t-il, les Russes n'ont pas retenté de prendre Ougledar directement, mais les dernières flèches qui sont ici montrent qu'ils tentent, semble-t-il, à nouveau de passer par les flancs pour pouvoir l'encercler, ce qui sera toujours moins coûteux en hommes que de tenter de la prendre d'assaut comme ils l'ont fait au mois de janvier-février de face. Voilà pour ce secteur-là. Alors, j'essaye d'aller le plus doucement possible. Donc, quand on remonte ensuite, on arrive au secteur de Marinka. Donc, le secteur de Marinka, voilà. Donc là, ça continue d'être, entre guillemets, assez statique, hein, mais les Russes tentent toujours de prendre la ville sur les deux flancs, hein, nord et sud, hein, de part et d'autre du réservoir qui est là. De temps en temps, il y a des attaques de fixation qui sont menées en plein cœur de la ville pour éviter que les défenseurs ukrainiens aient la possibilité de se redéployer. Mais les progrès sont très très limités parce que c'est un véritable labyrinthe de rues et que je pense que les moyens dont disposent les Russes sont à peu près à égalité en termes de soldats avec ceux des Ukrainiens, hein. C'est vraiment qu'au niveau des appuis qu'il y a une différence notable. Donc, c'est pour ça que ça n'avance pas beaucoup ces dernières semaines. Ensuite, alors là, on arrive dans le nouveau secteur chaud là, qui donne des sueurs froides sur LCI, hein, où là, il commence à paniquer. C'est le secteur, alors je vais essayer de l'afficher, voilà, c'est le secteur d'Avdivka, hein. Avdivka, c'est ici. Et donc aujourd'hui, vous avez donc les Russes. Alors la zone grise qui est ici, on peut considérer qu'elle est complètement sous leur contrôle. Ils continuent au sud de mener des attaques à peu près, des attaques tout azimut, à la fois pour progresser vers Permovaïske, ici pour venir prendre ces villages pour achever l'encerclement par l'ouest, et puis ici pour attaquer directement les défenseurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Avdivka est en hauteur, hein. C'est une ville qui est posée sur des hauts, donc elle est un peu compliquée à attaquer, notamment par le nord ici, et c'est pour ça que les Russes tentent d'attaquer par le sud, parce qu'ils sont déjà sur le plateau, c'est un petit peu plus facile pour eux. Voilà, alors on a vu, il y a des cartes qui vous mettent que les Russes sont arrivés jusqu'à ce village ici, qu'ils l'ont pris, qu'il y aurait eu une contre-attaque ukrainienne qui les aurait repoussés. En tout cas, le contrôle sur la voie ferrée ici est assuré par l'armée russe et empêche. Oh là, attendez, excusez-moi, ça a été un peu vite. Voilà, ici on voit la tranchée de la voie ferrée. Ça, c'est sous contrôle russe aujourd'hui. Et donc, pour le ravitaillement en hommes, en munitions et en vivres pour les assiégés, c'est assez compliqué, hein. Il faut passer par les axes qui sont là latéralement. Et c'est donc pour ça que les Russes essayent de s'en emparer par l'ouest pour que la ville, sans forcément fermer les mâchoires de l'encerclement, mais en tout cas, les voies d'accès soient toutes coupées. Voilà, alors on pense hein, que cette opération-là a pu voir le jour parce que tout simplement, si on reprend l'autre carte, vous voyez, les Ukrainiens n'ont déployé, entre guillemets, que 3 brigades. Ici, on a la garnison d'Avdivka et puis les forces de sécurité. Tout ça, ça a été rendu possible parce que la majorité des unités ukrainiennes sont concentrées depuis maintenant des mois autour de Bakhmout pour éviter la chute de Bakhmout. Donc les Russes en ont profité pour mener cette opération.
on a des mises à jour assez quotidiennes. Peut-être que ce sera un encerclement qui va prendre autant de temps que Bakhmout. On a eu des infos qui se sont avérées fausses selon lesquelles Wagner redéploierait du monde dans le secteur et finalement, c'est pas vrai. Donc à suivre, on verra comment ça évolue. Alors, je ne vais pas dire pour conclure, mais bien sûr, le gros morceau, hein, donc j'y vais, alors je vais quand même dézoomer pour y aller un petit peu plus vite. Voilà, donc le gros morceau aujourd'hui, c'est le secteur de Bakhmout. Donc comme on l'entend sur tous les canaux, voilà, il reste, une petite, voie d'accès ici, qui est complètement, enfin c'est un torrent de boue, hein, donc la logistique passe très difficilement. Par contre, hier, on a, une information qui vient, alors bon, faudra prendre le temps de la vérifier, qui vient d'un prisonnier, ukrainien qui attesterait, ou enfin qui aurait attesté plutôt, qu'il y a des souterrains qui relient le secteur de Chassov-Yar jusqu'à Bakhmout. Alors j'ai beaucoup de mal à y croire, mais bon, pourquoi pas, hein, on ne sait pas, on ne connaît pas la région, donc on ne va pas s'avancer, mais il dit que c'est grâce à ça que les forces ukrainiennes continuent d'être ravitaillées. Alors j'ai du mal à y croire pour une raison qui est très simple, c'est que je vous rappelle qu'ici, vous avez un canal, hein, qui relie le Seversky Donetsk au nord, au sud jusqu'au, je sais plus jusqu'au Don peut-être. Enfin, à vérifier. Enfin, il y a ce canal qui est là et Chassov-Yar. Et là, ça voudrait dire que les souterrains passent sous le canal. Bon, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux. En tout cas, la garnison tient toujours. Les combats se déroulent, on va dire, pâté de maison par pâté de maison, hein. Wagner continue d'attaquer. Une fois encore, Prigogine nous a joué son jeu habituel. Oh mon Dieu, je ne sais pas si on va tenir, je ne sais pas si ceci, je ne sais pas si cela. Et puis finalement, il continue de gagner du terrain par le grignotage. Et alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà, on peut considérer que tout ce qui est dans la zone grise là aujourd'hui est depuis hier sous contrôle de Wagner, hein. C'est-à-dire qu'il reste vraiment que ces quartiers résidentiels et un tout petit peu du centre-ville sous le contrôle de l'armée ukrainienne, hein. Donc c'est pas beaucoup. Je ne sais pas jusqu'à quand les Ukrainiens vont pouvoir s'y tenir et lutter avec autant d'acharnement, mais en tout cas, Wagner n'a pas cessé d'attaquer et Wagner, alors certes, a cessé d'attaquer sur le pourtour de l'encerclement, mais n'a pas arrêté ses assauts dans la ville elle-même. Voilà. Alors, je Alors, vais revenir. Oui, vas-y. j'ai une question sur Bakhmout. C'est sur cette histoire de contre-offensive Ah ukrainienne. bah ouais, voilà. Tu nous as expliqué que, en l'état de la disposition des forces, une contre-offensive de printemps sur Kherson est inenvisageable, en l'état de la disposition des forces. Et Oui. malheureusement, pour les Ukrainiens, aujourd'hui, à force d'annoncer, ce que je trouve un petit peu curieux, d'annoncer ce qu'on va faire, hein, bonjour la Maskirovska, les Ukrainiens sont un peu contraints à cette contre-offensive, à faire quelque chose, hein, pour leurs sponsors occidentaux et pour le récit, hein, de la guerre tel qu'il est donné en Occident. Et est-ce que ça ne pourrait pas être, alors parce que là, la disposition des forces, elles sont nombreuses, hein, concernant la zone de Bakhmout, est-ce que ce ne serait pas une tentation pour le commandement ukrainien d'essayer de faire quelque chose de spectaculaire pour desserrer l'encerclement de Bakhmout? Alors, le problème a été un peu débroussaillé, un peu plus débroussaillé par notre ami d'History Legends dans sa vidéo de ce week-end ou du début de la semaine. Allez sur Veille Stratégique, la voir, hein, enfin, ou récupérez-le directement via son YouTube. En fait, alors moi j'avais expliqué il y a 15 jours, on a déjà un problème pour Bakhmout pour faire une contre-attaque, pour desserrer l'étau, hein, c'est les flancs. C'est-à-dire que si vous voulez desserrer les deux mâchoires, il faut les frapper. Alors je rappelle que ici, encore une fois, les traits un peu coupés là comme ça, ici, c'est le canal, hein, c'est le canal. Donc les Russes ont une tête de pont de l'autre côté du canal. Donc une contre-attaque qui serait lancée et avec, alors c'est pas le Dniepr, hein, bien évidemment, c'est un canal, mais
Si vous vous lancez dans une contre-attaque d'envergure dans le secteur sud pour reprendre Klishivka et desserrer l'étau sud de Bakhmout, vous avez une coupure humide à franchir et à franchir de vive force. Donc, c'est une opération, là encore, délicate qui requiert d'abord, avant les chars, avant tout ça, des moyens de franchissement importants. Je ne sais pas où en est l'armée ukrainienne par rapport à ses pontons, par rapport à tout ça, mais ça veut dire que ça doit s'opérer sous le feu adverse. Hein. Donc, on sait ce qui est arrivé l'année dernière aux gens de la République populaire de Donetsk quand ils ont fait la même chose sur le Seversky Donetsk au sud de Liman, ils se sont pris une dérouillée. Donc, je ne sais pas si les Ukrainiens s'aventureraient et si les gens de l'OTAN qui leur donnent des conseils les laisseraient tenter quelque chose dans ce secteur. Bon, premièrement. Ensuite, quand on remonte au nord, je vous l'ai expliqué, mais je le refais bien volontiers. Le problème, parce que c'est le terrain qui commande, hein, ce qu'il faut comprendre dans l'art de la guerre, c'est que c'est la géographie qui vous oblige. Hein, vous ne pouvez pas la changer. Hein, on ne déplace pas encore les montagnes. Donc, l'autre mâchoire, elle est située ici au nord de Bakhmout. Or, elle est encagée. Elle est encagée ici. Hein, je descends un petit peu pour qu'on voit les petits pointillés bleus. Hein. Elle est encagée ici au nord parce que vous avez donc c'est un rue, hein, c'est une toute petite rivière qui vient jusqu'à Sako et Fantseti, ici. Alors, je remonte un petit peu pour qu'on ait un peu plus de perspective. Et le canal, lui, il est toujours là. Donc, entre la pointe du village qui est ici et le canal, je l'ai dit l'autre jour, vous avez un front qui fait même pas 1500 mètres de large. Enfin, oui, de long, si on préfère, pardon, de long. Hein. Donc, 1500 mètres de long pour engager une contre-attaque de vive force, c'est un goulot d'étranglement dans lequel vous allez être obligé de passer, hein, parce que là encore, il faudrait que les Ukrainiens mènent une opération beaucoup plus au nord. Bon, on va y revenir. Mais l'autre possibilité dont on a beaucoup parlé, c'est celle-ci. Et j'attire encore l'attention de notre public. Entre ce village ici et celui-là, il y a encore un rue à franchir avec ce qu'on appelle une balka, hein, donc c'est-à-dire une belle gorge dans laquelle il faut descendre puis ensuite ressortir avec les véhicules blindés. Autant c'est intéressant pour protéger l'infanterie, autant pour les véhicules blindés, surtout quand ils n'ont pas de chenilles, c'est pas facile, vu la météo actuelle. Donc ici, c'est un champ de tir pour l'armée russe. Pour moi, c'est un champ de tir pour l'armée russe. Donc vous pouvez concentrer tout le monde que vous voulez. D'ailleurs, plus vous en concentrerez, plus vous densifierez les cibles. Donc, bon, je ne vois pas comment les Ukrainiens se lanceraient dans cette opération ici. Reste éventuellement, puisqu'on n'en a pas parlé la dernière fois, mais il faut en parler, le secteur qui est ici. Hein, donc, on a vu ici, là, il y a Sako et Fantseti. Le problème, c'est qu'ici, vous êtes au sud de Seversk et que vous êtes, alors je remonte, hein, excusez-moi, vous êtes au sud de Seversk et que vous êtes dans une poche entre là, hein, là, ce qui court ici en vert, c'est la frontière administrative entre Donetsk et Lugansk, mais sauf que c'est le Seversky Donetsk. Et donc, ça voudrait dire que si vous attaquez par le nord, vous allez devoir masser votre force de contre-attaque dans une poche. C'est pas vraiment non plus ce qu'on vous conseille au niveau de l'art de la guerre, parce que ça veut dire que tout votre flanc ici, il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu. Hein, ça veut dire qu'il va falloir déployer des forces ici pour résister à toute éventuelle attaque de flanc de l'armée russe qui ne manquerait pas d'arriver. Et en même temps, donc il faudrait un nombre de troupes suffisamment élevé pour protéger donc ce flanc ici à l'est et attaquer donc du nord vers le sud pour reprendre notamment Soledar. Soledar qui est ici. Donc toutes ces données-là, d'abord, rien que celles-là me font croire qu'une contre-attaque pour desserrer Bakhmout, c'est trop tard. Je ne reviens même pas, hein, je viens de l'expliquer pour parler de l'état de la garnison, une contre-attaque dans le goulet d'étranglement qui mène de Chassovyar à Bakhmout. Alors là, bon, s'il tentait quelque chose comme ça, ce serait vraiment une opération suicide, ça n'aurait aucun sens. Il y a, je vous l'ai dit, une route qui est défoncée, il n'y a même pas de point de franchissement assuré sur les coupures humides, donc là, ce ne serait pas la peine. Donc, ils peuvent avoir rassemblé tout le monde qu'ils veulent, le terrain joue contre eux. Maintenant, revenons à History Legends. Que nous dit History Legends? Il a étudié les brigades ukrainiennes qui ont été déployées dans ce secteur-là.
nouvellement déployées et surtout qui ont la caractéristique d'avoir été nouvellement créées. C'est-à-dire, on nous dit, bah voilà, c'est des brigades qui ont été entraînées par les Occidentaux, qui en Pologne, en Allemagne, peut-être même chez nous en France, hein, pourquoi pas, et qui donc ont le matériel tout neuf de l'OTAN, y compris au niveau des armes individuelles, hein, et qui sont engagés dans la bataille. Mais il s'est rendu compte que nominativement, ce sont des brigades, mais en termes d'effectifs, on est plutôt autour de 600, 700, 800 hommes quand tout va bien, quand on devrait plutôt être à 2000 ou 3000 hein, par rapport aux effectifs que les brigades ukrainiennes peuvent montrer depuis le début du conflit. Donc voilà, et surtout, donc elles sont moins nombreuses que prévu, qu'on pourrait l'attendre quand on dit que c'est une brigade, mais en plus, comme il l'a démontré dans sa vidéo, elles sont déjà engagées au front et non pas sur l'arrière-front. Hein, parce que beaucoup ont dit oui, ils sont tous stationnés. Hein, vous avez Slaviansk et Kramatorsk ici. On nous a dit oui, voilà, ils accumulent des forces là-bas et tout. Ils vont se ruer sur ce secteur-là, sur la mâchoire nord et tout. Non, toutes les unités en question sont déjà jetées dans la bataille, dans la fournaise. Ce qui fait dire que bah, déjà la situation est catastrophique à Bakhmout et qu'il faut continuer d'envoyer malheureusement des gens au fameux hachoir à viande si cher à Prigogine. Mais ça veut donc dire que les réserves, on n'a pas le temps de les constituer, on n'a pas le temps de les rassembler. Dès qu'elles sont prêtes au combat, au bout de X temps d'entraînement, hein, puisqu'on sait qu'il y a eu pas mal de polémiques sur l'instruction de ces unités, elles sont jetées dans les combats pour tenir la ligne de front parce que ça commence à reculer de tous côtés. Voilà, donc moi, la contre-attaque ukrainienne dans le secteur de Bakhmout, bah, je ne sais pas quelle forme elle pourrait prendre, ou alors effectivement, on va avoir quelque chose qui sera du domaine de la communication à l'égard des patrons occidentaux plutôt qu'autre chose. Voilà, et qui risque donc de coûter très cher à l'armée ukrainienne une fois encore. Voilà. Donc, pour terminer, on va parler de la dernière partie du front, hein, c'est-à-dire le secteur ici entre Krymina et c'est Yampol, hein, vers Liman. On a là les Russes qui avaient fait une pause opérationnelle ces 10 derniers jours et on voit avec les flèches ici, ils sont repartis à l'attaque. Alors la carte ici, elle est très très pessimiste. Hein, vous le voyez, hein, c'est une carte qui est marquée Ukraine. Elle est très pessimiste pour les Russes. Elle est très optimiste pour les Ukrainiens parce qu'aujourd'hui, les avant-gardes russes sont arrivés jusqu'à ces villages, hein, aux abords de ces différentes agglomérations. Et tout ça est dans la zone grise et je pense qu'on va voir des changements de cartes dans les semaines, enfin dans la semaine qui vient dans ce secteur-là. Voilà. Et c'est surtout un secteur où les pertes ukrainiennes continuent là encore de s'accumuler en plus de celles qu'on a à Bakhmout. Et pour vous donner une petite idée du rapport de force, on va revenir à cette carte-là. Alors je vais dézoomer doucement. Voilà. Excusez-moi, on va redescendre. Donc, si on en croit ici ce qu'on nous raconte, hein, vous voyez, bon là, les forces russes sont difficiles à évaluer. Hein, c'est des évaluations qui sont faites soit par rapport à des prisonniers, soit par rapport à des morts dont on a trouvé des moyens d'identifier les unités. Et vu la nature du terrain, qui est très boisé, etc., où il n'y a pas beaucoup de routes, les Ukrainiens défendent tout ça avec une brigade, donc une brigade aéromobile, une brigade parachutiste, donc quand même des troupes d'élite, et puis des éléments de sécurité sur les flancs. Et par contre, au nord, quand on remonte vers Kupiansk, là, le front est assez calme. Hein, on s'attendait à ce qu'il y ait des attaques d'envergure de la part des Russes. Et on voit que là, le front, il est tenu par une, deux, trois, quatre, cinq brigades, donc quand même 3 brigades blindées mécanisées, hein, qui sont généralement les mieux équipées, et une seule brigade d'artillerie. Voilà, donc ce front-là, bon, là, vous voyez, il y a quelques petites flamèches qui vous disent qu'il y a des combats, ça peut être des bombardements, ça peut être des reconnaissances en force, mais pour le moment, c'est plutôt la partie qui est redevenue calme. Voilà ce qu'on peut dire sur les opérations militaires à la date du 31 mars 2023 au matin.
Alors, j'avais des questions concernant donc la dimension militaire. On va prendre hop, un peu d'altitude sur quelques informations qui ont été portées à notre connaissance dans les derniers jours. Alors d'abord, il y a cette histoire de l'annonce britannique de la livraison d'obus à uranium appauvri. Donc, qui a été considéré comme une provocation par la Russie. Vladimir Poutine a dit d'abord, nous aussi, on en a. Deuxièmement, c'est une escalade hein, et on prendra les mesures qui s'imposent. Une des mesures qui s'impose a été le projet d'installation d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, qui seront là-bas, je crois, en juillet, une fois que les bâtiments nécessaires à leur accueil auront été construits. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette décision britannique qui est quand même assez grave, compte tenu des conséquences que peuvent avoir l'usage de ces obus d'uranium à uranium appauvri, comme on voit ce qui s'est passé en Yougoslavie, par exemple. Pour moi, c'est. Alors, on va revenir tout de suite sur l'aspect militaire en tant que tel. C'est-à-dire que ces obus, ils sont là pour équiper les 14 Challenger, enfin armer les 14 Challenger 2 britanniques livrés à l'Ukraine. Alors, 14 chars avec ce type d'obus, ça va pas, c'est de la symbolique. Une fois encore, ça va pas servir. On va pas les voir partout sur le front. Ils vont pas tirer tout azimut, etc. Non, voilà, c'est vraiment une provocation délibérée de dire bon bah voilà, hein, on va mettre le paquet. Alors après c'est pareil, hein, on pourrait se dire mais je croyais que vous aviez les meilleurs chars du monde, pourquoi utiliser de telles munitions? Parce que c'est des munitions qui sont quasiment inarrêtables. Hein. Donc pourquoi les employer puisque de toute façon les Russes roulent en T-55 et que vous amenez un char de 5e génération? Pourquoi ce truc-là? Bon, donc, et pourquoi en parler pour 14 véhicules? Enfin, non, ça se tient pas. C'est-à-dire que c'est vraiment de la politique et de la com, et donc de la provocation. Donc les Russes, bah, très bien, ok, vous voulez nous provoquer, bah, hein, on va savoir vous répondre tranquillement, et donc on va le faire dans le même domaine. C'est-à-dire que bon, les gens, vous leur dites uranium appauvri, ils pensent nucléaire, donc ils pensent, donc en face, l'autre répond sur du nucléaire, mais qui n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, des bombes nucléaires tactiques par rapport à des obus à uranium appauvri, c'est pas vraiment la même catégorie. On est sur des échelles de différence énormes. Donc les types, on a l'impression qu'ils provoquent bêtement Poutine en disant ah t'as vu, nous on sort de l'uranium appauvri, maintenant qu'est-ce que tu fais, hein? C'est un peu on parlait des États-Unis qu'on aime bien, on a l'impression qu'on est dans un film avec Joe Pesci, hein, et Robert De Niro, ou l'autre il dit alors attends qu'est-ce que tu fais, bon voilà, bah non, enfin ça sert à rien. Maintenant moi ce que je vois par rapport ensuite à l'emploi potentiel de ces obus avec donc 14 plateformes de tir, et qui là qui peut peut-être permettre de comprendre la réaction russe, c'est ce que ça signifie comme message sur le type de guerre qu'on fait. C'est-à-dire que quand on emploie de telles armes, soi-disant pour défendre un territoire ou pour reconquérir son territoire, eh ben on ment. On ne peut pas faire ça. Parce que les zones qui vont être, où vont être déployés ces chars vont être contaminées. Et donc, si l'objectif de l'Ukraine, c'est de se contaminer pour reprendre son territoire, il y a quelque chose qui m'échappe. On est au XXIe siècle, hein, on n'est plus en 1914. Nous, on sait qu'on a contaminé des hectares de France avec nos obus chimiques pour la reconquérir. Mais on était en 1914. Hein, on a un peu considéré qu'on devait passer à un autre mode de combat et que effectivement polluer nos nappes phréatiques, polluer nos paysages pour les reconquérir à l'ennemi, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Alors moi, j'ai du mal à comprendre le message que les Ukrainiens envoient aux populations dont ils voudraient s'assurer à nouveau le contrôle, en leur disant, bah, vous savez, on va utiliser des armes qui risquent de contaminer les zones dans lesquelles vous habitez et qu'on vient libérer. J'ai du mal, j'ai du mal. C'est-à-dire que quand les Américains utilisaient ça contre la Yougoslavie, bah, c'était leur ennemi, ils n'allaient pas mettre un pied en Yougoslavie. Ils l'ont utilisé en Irak. Bon, on sait que les Américains, malheureusement, ont un problème
de respect de leurs propres combattants, parce que d'abord, le problème, c'est les combattants hein, qui sont exposés aux radiations. Hein, on a vu ce que les Américains ont fait de leurs soldats pendant la guerre du Vietnam avec l'agent orange, hein, dont on continue aujourd'hui de voir les terribles causes génétiques sur ces vétérans et leurs enfants et leurs petits-enfants. Hein, et qu'il a fallu attendre il y a seulement quelques années pour que les États-Unis reconnaissent que ce truc-là était une saloperie légale et qu'on les indemnise, ceux qui avaient survécu, etc., etc. Donc, on est pour moi dans une logique anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'on, bon, la vie de nos hommes, la vie des gens qu'on doit libérer, etc. Le message que ça envoie, c'est on s'en fout. L'essentiel, c'est de tout casser, hein, et on s'en fiche des conséquences. D'abord pour les combattants, puis ensuite pour les habitants, fussent-ils officiellement les gens opprimés par l'armée russe qu'on viendrait libérer. Voilà, ça ne va pas du tout avec ce message-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours ce délire de propagande. Alors, on a nos amis polonais qui s'acharnent à donner raison à Karl Marx, hein, qui disait, dans une lettre à Engels, il disait, dans leur histoire, les Polonais ont toujours courageusement fait des choses stupides. Hein. Donc là, ils viennent de protester contre l'installation d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Donc, on a une déclaration, sauf que le même ministre, hein, au mois de septembre, avait dit, comme Poutine est méchant, il faut installer des armes nucléaires chez nous. Hein. Donc, nous, c'est bien, chez les Biélorusses, c'est pas bien. Et comme aujourd'hui le monde est totalement informé, moi c'est une chose qui m'a frappé quand je me balade sur les réseaux, sur les sites internet à l'étranger, dans des grands pays, je pense à l'Inde, à l'Amérique latine et à l'Afrique, hein, ils savent tout ça. Ils savent et le double discours, le double standard leur est totalement insupportable. Alors, je vais ajouter aussi concernant la présence, puisque ça a été un tollé de protestation en Occident contre l'installation de ces armes nucléaires tactiques, immédiatement, c'était une réponse à une provocation. Il n'y a pas eu de Oui. réaction sur les obus à uranium appauvri, mais naturellement, Poutine part dans l'escalade. Et donc, il y a un certain nombre de pays européens sur les territoires desquels, malgré un traité hein, passé au moment de la guerre froide qui interdit aux puissances nucléaires d'installer leurs armes nucléaires sur d'autres territoires que les leurs. Hein. J'ai la petite liste. On a des armes nucléaires en Belgique, américaines en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Turquie. Et il y a également le concept de partage nucléaire qui fait que les pays de l'OTAN doivent avoir des avions susceptibles de porter des avions étrangers par rapport aux États-Unis susceptibles de porter des armes nucléaires. Donc voilà, toujours la même hypocrisie et la même utilisation du double standard. J'ajoute que les Polonais, dans la semaine, parce que bon, voilà, il faut faire plaisir aux camarades Marx, ils ont fait coup double parce que sur le plan économique, ils ont protesté par rapport aux exportations de blé ukrainiennes. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait signer un mémorandum à d'autres pays en disant non, mais il faut limiter les exportations ukrainiennes parce que ça fait baisser les prix pour nous et nos paysans, qui sont notre base électorale, hein, le fameux parti PiS polonais, ça fait baisser notre base électorale, donc on risque de perdre des élections. Enfin voilà, alors que chacun défende ses intérêts, là, une fois encore, on ne dira pas le contraire. Mais là, on est dans des histoires de double standard qui sont mais d'un ridicule, mais c'est fou. C'est fou, fou, fou. Et les Polonais, effectivement, militairement, économiquement, sont prêts à tout, quoi. Sont prêts à tout. Alors, toujours sur la question militaire, lorsqu'on essaie un peu de rentrer dans les détails, de voir ce qui est en train de se passer, je pense en matière, là, c'est ce dont on est en train de parler, c'est de la course aux armements. Il semble quand même que l'alliance, moi je considère que c'est une alliance, Russie-Chine, mais surtout avec la Russie, l'a emporté dans la course aux armements. C'est-à-dire qu'il y a désormais un delta important entre le niveau américain, je ne parle même pas du niveau des Européens, et la Russie, et aujourd'hui son allié la Chine. Par exemple, cette nouvelle de l'abandon d'un projet de missile hypersonique, ce qui fait que les Russes
ont cette technologie, ils s'y sont mis il y a déjà un moment, ils la maîtrisent. Ils se sont servis des Kinjal, surtout probablement pour faire des démonstrations, hein, je crois, c'était assez impressionnant. Et là, ils travaillent sur la riposte aux C'est ça. missiles hypersoniques, alors que les Américains sont à 10 ans éventuellement, si ils relancent des projets, s'ils les financent, sont à 10 ans d'obtenir cette technologie. Ah oui, on est arrivé aujourd'hui à un point, complet de bascule et alors c'est pareil, il faut que les gens soient, conscients. Ce n'est pas le nombre de chars, modernes ou pas modernes que déploie l'armée russe qui nous dit sa puissance, hein, et qui nous dit son hégémon même dans ce domaine-là. C'est-à-dire que voilà, on a des armes hypersoniques qui mettent, à distance définitivement, les occidentaux et les Américains en premier. Et c'est pas parce qu'on a, des T-62 ou même des T-55 qui reviendraient sur le champ de bataille, local de l'Ukraine que ça y est, les Russes sont pas bons et cetera. Non, non, c'est pas comme ça que ça se jauge. C'est effectivement en comparant tout ce qui est technologie de pointe et de savoir si on en a en nombre ou pas. On voit que les Russes, sur l'hypersonique, sont leaders devant tout le monde et de très loin. On voit que sur tout ce qui est anti-aérien, etc., eh ben, ils ont des parapluies qui leur permettent aujourd'hui de faire ce qu'ils veulent dans un espace donné et un espace quand même assez vaste, hein, avec l'Ukraine. Donc voilà, c'est pas grave, c'est problématique, mais ce n'est pas grave et ce n'est pas un game changer que les soldats russes soient plutôt à bord, on va dire, en moyenne de T-72M qu'à bord d'un Challenger 2. C'est ça que les gens doivent comprendre, hein. La preuve, de toute façon, personne n'a plus d'arsenal blindé qui puisse lui permettre de mener une guerre de haute intensité en Occident pendant plus d'une semaine, etc. Donc tout ça, c'était des données d'autrefois, on va dire. Il faut comprendre qu'on a un changement de paradigme et que ce changement de paradigme, bah voilà, il se fait sous le parapluie d'une très haute technologie. Et effectivement, bah, les Américains, il faut comprendre, c'est pas, une fois encore, on n'est pas là en train de dire ah ils sont pas bien et tout. Non, les États-Unis ont fait un choix. Une fois encore, les gens font des choix. Ça a été celui de miser sur la guerre contre le terrorisme pour développer leur système militaire en général, hein, on pourra en parler dans la conférence sur l'art opératif. Les Américains ont décidé à la fin des années 90 de lancer le tout brigade au niveau de leur armée de terre. Il fallait que tout soit light, que tout soit sous la coupe des brigades. Voilà, les divisions, c'était trop lourd, machin, etc. Bon, donc on a passé 20 ans partout en Europe, puisqu'on est sur les standards de l'OTAN, donc les standards américains, à dire il faudra faire du tout brigade. D'accord. Bah, sauf que là, depuis un an, tout le monde dit, et quelques-uns avaient commencé à siffler la mi-temps de tout ça après les grandes batailles en milieu urbain du Moyen-Orient et notamment Mossoul, tout le monde avait commencé à dire la brigade, c'est trop léger, on n'y arrive plus, il faut autre chose, il faut revenir à la division. Et tout le monde, y compris les Russes, reviennent à la division. Donc les Américains, sur le plan des technologies, ils ont des super armes, eux aussi, hein, le M777, c'est un très bon obusier, hein, le HIMARS, c'est un truc aussi qui est exceptionnel, mais maintenant, ça a été fait par rapport à une problématique qui était celle de la guerre contre le terrorisme, pas la guerre de haute intensité qui dure des jours et des jours pendant une année, 2 ans, etc. Hein, on le voit même par rapport à ce que nous a expliqué, enfin confirmé le général Pinatel, l'usure des tubes, des canons. Voilà. Les canons soviétiques D-20, D-30 datant de la guerre froide, ils ont été faits pour faire une guerre de très haute intensité type Seconde Guerre mondiale. Donc, ils tirent encore. Les nôtres ont été conçus pour faire de l'appui-feu contre des moudjahidines ou des rebelles ou Daesh ou ce genre de choses. Bah, au bout de 2000 coups, c'est terminé. Voilà. C'est le rapport très haute technologie et guerre de haute intensité. Donc, dans tous ces domaines-là, bah, les Occidentaux sont en retard. Et en plus, on est en retard sur l'hypersonique parce que qui ça pouvait intéresser au niveau des États-Unis et de ses alliés d'avoir des armes hypersoniques pour lutter contre Daesh? Personne. Ça intéressait personne. Pourquoi? Parce que je rappelle que les Américains, là par contre, il faut leur reconnaître, ce qui est en train de changer avec notamment la bataille d'Avdiivka aujourd'hui, c'est que les Américains maîtrisent les bombes à guidage de tout tonnage, j'ai envie de dire. Donc, pour eux, pour aller frapper une cible à un endroit particulier, ils ont des systèmes d'armes
qui leur permettent qui d'aller décapiter un bunker dans lequel il y aurait Mollah Omar, etc. Donc un Kinjal, ça leur servira à rien. Donc ils n'ont pas développé plus que ça les choses. Ils s'y sont mis en retard. Les Russes, eux, ils ont très bien compris qu'ils étaient plus. La guerre d'Afghanistan de 79 était terminée et qu'il fallait se préparer à un affrontement avec les États-Unis un jour ou l'autre, à force que les États-Unis l'annoncent. Donc, ils ont développé des armes qui correspondaient à cette problématique-là. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que les concepts de c'est bon, c'est bien, c'est toujours par rapport à votre doctrine militaire et vos besoins. Alors, justement, il y a autre chose dans ce qui est en train de se passer. On mesure que les États-Unis sont quand même confrontés au problème du fonctionnement de leur complexe militaro-industriel. J'ai lu un article publié il y a déjà très longtemps, c'était à la fin des années 90, d'un expert américain disant finalement ce qu'a réussi Gorbatchev, le mieux, c'est qu'il a cassé les reins du complexe militaro-industriel soviétique, qui était effectivement une bureaucratie énorme, il y avait beaucoup de corruption, hein. Alors bon, cette destruction s'est faite au prix de l'effondrement d'un empire, bon, excusez du peu, mais il disait, et il ajoutait, il faut qu'on fasse pareil. Il faut qu'on fasse pareil parce qu'aujourd'hui, ce complexe militaro-industriel est en train de montrer ses limites. Alors, on sait que c'est Eisenhower qui, dans le dernier discours qu'il a fait au moment où il quittait son deuxième mandat, hein, a appelé l'attention sur le danger que cela représentait. On voit bien comment ça se passe. Le général Pinatel nous a dit, il fonctionne à la commande. Il faut définir les besoins. Hein, j'ai fait beaucoup de marchés publics dans ma carrière professionnelle. Effectivement, l'analyse des besoins par le maître d'ouvrage public est l'essentiel dans un système de marché, hein, dans un système régulé par le marché. Et donc, il faut élaborer les besoins, c'est lourd, et ensuite, il faut lancer les appels d'offres et attendre que les entreprises privées, les mastodontes, répondent. Donc, ça nécessite un mode d'organisation où la corruption est extrêmement importante, puisque le Congrès est en partie financé par le complexe militaro-industriel. Et donc, il y a une survalorisation d'un certain nombre de choses, et en particulier la haute technologie. Ils ont des porte-avions extrêmement sophistiqués qui posent tout un tas de problèmes. Il y a la catastrophe du F-35. Hein, ça fait 30 ans que ce chasseur de 5e génération, je crois, Oui. hein, doit être mis en service. Il reste pour l'instant un cercueil volant. Et tout ça est grippé, semble-t-il, alors que la Chine et la Russie ont un système intégré. C'est l'État qui décide des besoins et qui les fait fabriquer en direct. Hein. Il n'y a pas ce mode de fonctionnement. Et je citais Eisenhower, mais je vais citer quelqu'un d'autre qui a fait un discours le 10 septembre 2001. C'est pas de chance. Hein, la veille du 11 septembre. Donc, ce discours est resté relativement discret. C'était le secrétaire d'État à la Défense, Donald Rumsfeld, qui a dit quel est le principal ennemi des États-Unis aujourd'hui? C'est le complexe militaro-industriel. Il a d'abord pointé la bureaucratie du Pentagone. Hein, il avait demandé qu'on fasse des recherches comptables. Il y avait des milliards de dollars qui avaient disparu, évaporés. On ne savait pas où ils étaient, ce qui est quand même phénoménal. Hein, comme certains milliards de dollars pour l'Ukraine. Et donc, aujourd'hui, il y a également cette réelle difficulté qui fait que lorsqu'on annonce 800 milliards de dollars, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont un budget supérieur à tous les budgets cumulés des 14 pays suivants. Hein, Chine, Russie, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est un petit peu, je veux dire, un animal aveugle, hein, le complexe militaro-industriel, et les États-Unis vont vers de graves mécomptes. Et cette histoire, tu pointes la défaillance doctrinale, hein, mais cette histoire de missiles hypersoniques est, de leur point de vue, dramatique. Hein. Oui, oui, mais ce qu'il faut bien comprendre pour dire que c'est un mal entre guillemets américain, c'est que
les Américains ayant cessé de réfléchir depuis bien trop longtemps aux problématiques de doctrine militaire, au-delà du problème de la mise en œuvre des feux pour détruire l'adversaire, hein, c'est-à-dire que la manœuvre, etc., on est quand même sur des choses qui restent assez pauvres en comparaison, bien sûr, à ce que les Soviétiques ont mis en œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont focalisés de plus en plus sur l'hypertechnologie comme solution à tout. Hein, c'est-à-dire, puisque on est capable on a les meilleurs ingénieurs qu'on a été volés aux Européens à la sortie de leurs grandes écoles, qu'on a des dollars à plus savoir quoi en faire grâce à notre À la planche à pétrodollar, billets. voilà, la planche à billets, eh bien, pourquoi on se poserait des questions comme ça Alors, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui réfléchit aux États-Unis sur la stratégie. Hein. Monsieur Matisse, là, derrière moi, faisait partie des dernières personnes à phosphorer très fort sur ces choses-là. Mais le problème, c'est est-ce que ça aboutit à des décisions politiques qui modifient la situation? Et malheureusement, non. Hein, on est toujours dans cette idée, et alors là, c'est très grave d'un point de vue historique, c'est que c'est une idée qui est héritée de l'hyper-technologie à l'allemande. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de ver dans le fruit que les Allemands ont su mettre dans la tête des Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains avaient déjà un penchant favorable, eh bien, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la façon dont ils se sont adressés aux Allemands et dont ils ont été fascinés par l'hypertechnologie allemande n'a fait que renforcer et accentuer ce phénomène. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui ne réfléchissent plus et pour lesquels, bon, ça faisait rire un peu les gens quand c'était les Guignols qui le faisaient, mais en fait, le principe, c'est on bute tout le monde, comme disait la marionnette de Stallone, quoi. On casse tout et ça suffit. Ben non, ça suffit pas. Et même contre Daesh ou contre les Moudjahidines en Afghanistan, ça suffit pas. Voilà, donc il va falloir, il y a aujourd'hui un peuple et donc son armée, qui est l'émanation de son peuple, qui va devoir faire une révolution ou mourir, hein, parce que là, ils sont arrivés au bout d'un phénomène qui a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils arrivent à couper la tête de ce complexe militaro-industriel pour en reprendre le contrôle, où ils seront submergés, parce que ça ne leur fournira plus les outils pour faire la guerre, et quand on ne peut plus la faire, ben on est super vulnérable par rapport à ses adversaires. Voilà. Et il va falloir qu'ils puissent répondre à la question parce que leur hégémon, celui pointé par les Chinois, il est en train de s'affaiblir, mais considérablement et très rapidement. Et très rapidement, je veux dire, tous les voyants sont au rouge de ce point de vue. Et est-ce que les États-Unis peuvent exister sans être l'hégémon? Hein, les États-Unis d'aujourd'hui, ça c'est une vraie question. Hein, et bon, nous Sylvain et moi, on est un petit peu pessimistes sur l'état des États-Unis. Alors, hors cette problématique directement militaire, sur un pays très divisé, vu qu'il y a un grand jury qui a mis Donald Trump en accusation hier pour une affaire obscure d'il y a longtemps. Toutes ces manœuvres, c'est-à-dire cette instrumentalisation de la justice à des fins politiques, on fait ça chez nous aussi. Hein. Donc, Ah oui, c'est mais il faut se dire que là, contre Donald Trump, pour qui connaît un peu le droit américain, on a franchi enfin, tu as démontré ce qui s'était passé en 2017 ici. Bon, comme d'habitude, les Américains, c'est plus loin, plus gros, plus oui, fort. plus fort. Oui, Parce que là, ce qui arrive à Donald Trump, c'est qu'on soit favorable ou pas, c'est pas là la question. Simplement, en termes de droit, mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Et quand on voit les problématiques, c'est-à-dire, n'oublions pas les histoires pendant son mandat pour essayer de lui mettre une procédure d'impeachment aux fesses. Hein, et derrière, il n'y avait aucun fondement, le début du commencement d'une preuve. Alors que je rappelle, pour qui connaît un peu l'histoire des États-Unis, que le monsieur là, qui ne sait pas où il est, qui ne sait pas à qui il parle, que c'est ci, que cela, il y a déjà un de ses prédécesseurs, alors vous m'excuserez, je n'ai pas son nom en tête, qui a été soumis à une procédure d'impeachment pour démence. Hein, ça a déjà eu lieu dans l'histoire des États-Unis. Joe Biden devrait être soumis à cette procédure, non pas parce qu'on aime ou pas Joe Biden, mais parce qu'il n'est plus en état d'assurer son rôle de président des États-Unis et donc de puissance nucléaire majeure comme le sont les États-Unis. Ce n'est plus possible, autant pour la sécurité des Américains que pour la nôtre. Alors,
la situation des États-Unis, dans la mesure où c'est la plus grande puissance, c'est le gendarme du monde et qu'aujourd'hui, cet hégémon est battu en brèche. La visite de Xi à Moscou en a été une illustration. C'est un événement extrêmement important qui s'est produit, on en a déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ça a été répercuté, dont on en a parlé en Occident, c'était grotesque, quoi. Ah oui, c'est un junior partner, la Russie, vis-à-vis de la Chine. Enfin, quand on voit ce qui se passe depuis, d'ailleurs, j'ai appris que Total avait vendu du GNL à la Chine et avait accepté d'être payé en yuan. Hein. Bon, naturellement, l'Arabie Saoudite adhère à l'OCS et puis va rentrer au BRICS aussi, pour ne prendre que cet exemple. À ce sujet, ces deux organisations sont des organisations majeures au plan économique. Il s'y Ouais. passe énormément de choses. Ce sont des structures de coopération internationale qui sont extrêmement importantes. Donc, une délibération de l'ONU votée par 100 marins n'a aucun intérêt par rapport à ce qui se passe là-bas. Faut en avoir conscience. Alors, quand tu parlais de cette possibilité de l'Occident, là je vais élargir, de l'Occident de réagir. Malheureusement, il y a la question du niveau des élites et des blocs élitaires qui sont quand même d'une faiblesse insigne. Un petit détail, les auditions au Sénat et non pas à la Chambre des représentants, où il y a des jeunes qui sont arrivés, bouillants, etc. Les 20 terribles, je crois qu'on les appelle comme ça. Là, non, c'est au Sénat et il y a eu des commissions d'enquête sur TikTok parce qu'ils veulent interdire TikTok. Alors Ouais. que la popularité de cet outil, que je ne connais pas, je n'ai jamais Ouais. pratiqué, est planétairement extrêmement importante. C'était impressionnant. Impressionnant le niveau. Ils n'y connaissaient rien, les gars, sur la dimension numérique et tout. C'était risible. C'était risible et ça s'est vu. Il y avait le patron de TikTok, très brillant, très fluide, et en face de lui, il avait des abrutis. C'était assez impressionnant. Moi qui suis plutôt, en général, justement impressionné par le niveau des commissions d'enquête parlementaires américains, je me suis dit, là, Ah bah oui, sont dans oui, une oui. drôle de situation. Alors, c'est malheureusement pareil chez nous. Chez nous, on a Nono le Neuneu, on a LCI avec Pujadas et Monsieur Quatremer. On le cite aujourd'hui parce que j'ai encore entendu quelque chose à propos de la situation où il dit le contraire de la réalité. C'est-à-dire Oui, que oui. il y a un syndrome que je pense être qui relève de l'aliénation mentale, qui consiste à penser que le réel va être celui qu'on décrit. C'est ça. Nous fabriquons notre propre réalité. À un moment, ça devient explosif. Et nous avons un président de la République chez nous, hein, euh, qui n'est pas étranger à ce syndrome. Alors, il en a d'autres, mais je vais citer la phrase qu'il a donnée sur les motivations de son voyage à Pékin. Il est tout content, il va être reçu probablement par Xi. Il a dit: je vais à Pékin pour engager la Chine à nos côtés pour faire pression sur la Russie. Pardon, pardon. Donc, non, mais c'est un peu, c'est terrible, quoi. C'est terrible parce que là, on arrive de nouveau à cette conviction, on n'est pas du bon côté. Ah non, C'est pas moral, ce que je suis en train de dire. Je reste profondément patriote. J'aime la France, mais je pense que là, avec les dirigeants que nous avons, avec la situation dans laquelle nous sommes, sous ce parapluie américain, nous sommes du mauvais côté de l'histoire. Pour l'instant, c'est probablement et quand je dis, c'est probablement acquis, quoi. Aujourd'hui, c'est ah, irréversible. ouais. Ouais. Sans un changement radical que je ne vois pas arriver, quoi. Donc, bon, je voudrais pas terminer sur une note pessimiste, alors je vais te repasser la parole, Sylvain, pour essayer de trouver des raisons d'être Ah bah, optimiste. non, non, il n'y a pas de raison d'être optimiste pour nous. Voilà, on est à la fin d'un immense épisode historique. Bon, c'est pas de bol pour nous, on est tombé au moment où il se déroulait. On n'en est pas les historiens, on en est les commentateurs. Voilà, moi, comme je le répète ici et ailleurs, voilà, il y a 2 scénarios pour moi. Soit ici en France,
le mouvement en cours ou le prochain, parce que pour moi, si celui-là n'aboutit pas à quelque chose, ce sera le prochain qui sera plus rapproché que la distance entre celui-ci et les gilets jaunes, aboutiront à une modification substantielle. Ou alors, l'autre scénario, qui peut d'ailleurs se dérouler simultanément, hein, c'est pas interdit de le penser, c'est, comme je le répète aussi, le fait que les États-Unis vont malheureusement sombrer dans une nouvelle forme de guerre civile, armée, voilà, une vraie guerre de haute intensité, hein, parce que quand on voit encore ce qui s'est passé, faut pas oublier, hein, ce qui s'est passé cette semaine à Nashville, la façon dont ça a été traité par le premier concerné, c'est-à-dire Joe Biden lui-même, hein, c'est-à-dire que vous avez une personne, trans, alors, je sais pas s'il faut dire que c'est une femme trans ou un homme trans, hein, là vous m'excuserez, je suis pas versé, dans ces choses-là, mais en tout cas, voilà, vous avez une personne trans qui a été dans une école chrétienne presbytérienne pour flinguer, 3 enfants de 9 ans, plus 3 adultes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour éviter que d'autres gosses soient tués. Et quand on en parle à Joe Biden, qui est donc dans une démence avérée, demande de la glace. Avec Demande des qu'on lui... pépites de chocolat. Voilà. Donc, quand vous voyez ça, je rappelle que Nashville, on le sait tous un peu ici, c'est le Tennessee, hein. Le Tennessee, c'est un grand État du sud des États-Unis qui a une histoire. Hein, imaginez sur les populations blanches, chrétiennes de cet État et sur les autres, l'impact à la fois, bien sûr, de cette tragédie, mais aussi de la façon dont le premier des Américains l'a traité publiquement à la télévision à cause de sa démence. Voilà, enfin là, on aura, à mon avis, un jour ou l'autre, un épisode de cette nature qui fait que ça dérapera parce que les gens ne le supporteront plus. Et puis c'est tout. Voilà, c'est pour ça que malheureusement, je pense qu'on en passera par ces épisodes-là pour qu'il y ait un bouleversement. Alors après, où nous amènera-t-il? C'est encore plus compliqué à imaginer, mais je pense que les Américains, pour en tout cas ce que j'en connais, se laisseront pas entraîner dans ces choses-là, enfin, à supporter ces choses-là sans réagir. Voilà. Bien, je crois qu'on a fait un tour. On reste sur une forme de pessimisme, mais je pense que de toute façon, les peuples ont des ressources. Hein. Les Russes l'ont montré, hein. Ah bah oui, Les oui. Russes l'ont montré, les Chinois l'ont montré aussi, parce qu'après ce qu'ils ont subi pendant presque 2 siècles, hein, ils se sont dressés. Alors bon, hein, au travers de la construction d'une société qui ne nous conviendrait pas, mais moi je suis occidental, je l'assume complètement. Hein, je n'ai pas envie spécialement d'aller vivre en Chine, hein, même si quand j'ai voyagé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais pour autant, oui, effectivement, les peuples ont des ressources. Espérons que la France trouvera les siennes, hein, parce que pour l'instant, alors je vais utiliser un terme qu'on va me reprocher, hein, c'est ce que le Canard enchaîné avait dit dans l'article où j'étais cité comme étant un idiot utile de Vladimir Poutine, en disant que je parlais de la décadence de l'Occident. Non, 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 je parle de son déclin. Hein, Oui, je parle de son déclin malheureusement qu'on a sous les yeux et que personne ne peut nier. Voilà. c'est ça. Bon, eh bien, écoutez, on va vous dire à la semaine prochaine. Dernier petit point d'actualité qui va me permettre d'embrayer sur une proposition. Les Russes ont arrêté un journaliste du Wall Street Journal. Hein, qui enquêtait sur l'état du système de production, hein, d'armement de la Russie. C'est pas très malin. C'est pas très malin parce que peut-être au contraire, il aurait mieux valu le laisser travailler et dire la réalité de ce qu'était le niveau de la Russie sur ce domaine, hein, plutôt que de l'arrêter et de nourrir ainsi l'accusation la Russie est une affreuse dictature. Et puis, je me dis que là, de nouveau, double standard, hein, c'est qu'on a un journaliste qui est martyrisé depuis 10 ans, hein, Oui, par les Anglais et les Américains de façon oui, ignoble, et je pèse oui. mes mots, hein, qui est Julian Assange. Alors peut-être que les Russes, mais ça ils ne l'ont pas encore proposé, hein, voudraient changer le gars du Wall Street Journal avec Assange. Dans ce cas-là, hein, tout le monde rentrerait à la maison et ce serait beaucoup mieux. Toujours est-il que
ce sera probablement la première conférence qui sera donnée par un intervenant extérieur sur cette question de l'affaire Assange qu'on connaît mal en fait. Parce Ah que oui. ça fait si longtemps, et donc qui viendra nous décrire la situation et les enjeux extrêmement importants de cette affaire. Voilà. Bon. Je précise que l'histoire du journaliste du Wall Street Journal me fait rire, non pas en tant que tel, mais j'invite nos auditeurs à aller lire les propos de Prigogine au sujet de cette histoire. Ah Et oui, ça, par contre, non mais parce il que est ça, c'est terrible. C'est alors, terrible. on peut dire si, mais alors, on lui dit, mais qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Prigogine, de la situation du journaliste? Il dit, mais écoutez, j'ai pas encore été voir s'il était dans ma cave en train d'être torturé, et puis j'ai pas fouillé mon jardin pour savoir s'il y avait déjà ses ossements. C'est à peu près ce qu'il raconte, C'est ça. mais il se fout de la gueule. Non, mais lui, c'est quand même un sévère. C'est pour ça que je me permettais de rire, c'est pas pour ce qui arrive à cet homme, parce que moi-même étant journaliste, être arrêté par des gens, ça me plairait pas du tout, mais alors la réaction de Prigogine, c'est stellaire. Ok, voilà. Eh ben, écoutez, à très bientôt. À bientôt.